elle va pas forcément réagir, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il y a différents types. Donc le type 1 qui est dit diabète insulinodépendant, puisque là on a un manque en insuline, et le diabète de type 2 qui est dit non insulinodépendant, puisque on a de l'insuline, mais il y a une insulinorésistance. Donc l'insuline est là, mais ne peut pas faire son travail normalement, on va dire. Donc on va commencer par rentrer dans le détail du diabète de type 1. Donc cette fois-ci, on est sur infodiabète.com, donc encore un site sur lequel vous pouvez aller chercher des informations complémentaires. Voilà, enfin, encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Ils ont une infographie qui était pas si mal, où ils reviennent sur le diabète de type 1, diabète juvénile, diabète insulinodépendant. Donc juvénile, on va voir que ça touche plus particulièrement, enfin ça touche plutôt les jeunes, les enfants. Il y a une production insuffisante, voire nulle d'insuline, donc l'hormone produite par le pancréas qui régule la glycémie, et donc un risque majeur d'hyperglycémie. Les patients sont traités par injection d'insuline pour compenser l'absence d'hormones, donc l'absence de l'insuline, hein. Donc il y a un risque potentiel d'hypoglycémie. Et ce qu'on voit que l'insuline fait chuter le taux de sucre. Donc effectivement, s'il y a un mauvais dosage de l'insuline, eh ben, il y a un risque de la faire descendre trop bas. C'est de faire descendre trop bas la glycémie et donc d'entraîner une hypoglycémie cette fois-ci. Et risque grave de complications cœur-vaisseau si contrôle de la glycémie insuffisant. Comme je vous disais, l'hyperglycémie entraîne des complications qui peuvent être problématiques. Donc là, il rappelle, le diabétique ou non, les mesures de la glycémie à jeun. Donc ça, c'est quand on fait les contrôles standards. La glycémie normale, donc on l'a dit, c'est 1 gramme normalement. Le prédiabète, donc c'est ce que je vous disais, c'est entre 1,10 et 1,26. Donc ça, on n'est pas encore diabétique, mais on voit les prémices, on va dire. Mais c'est pas encore du diabète. Et là, c'est intéressant quand on est dans le prédiabète, vraiment. Enfin, déjà, si on est diagnostiqué à ce moment-là, c'est top parce qu'on va pouvoir vraiment agir et potentiellement s'éviter le diabète. Et un patient diabétique, donc c'est au-dessus de 1,26 g par litre, lors de 2 dosages successifs. C'est pas juste vous faites un dosage et c'est à 1,26, il en faut quand même 2 pour vérifier. Donc le type 1, 10% des cas de diabète, alors il me semble que c'est même un petit peu moins. 50% des cas se déclarent avant 20 ans, parce que c'est pour ça que c'est dit diabète juvénile, c'est plutôt les jeunes qui sont concernés. 3-4% par an, augmentation du nombre de diabète de type 1. Alors, on ne se l'explique pas encore tout à fait le pourquoi, parce qu'on voit qu'il y a une augmentation du diabète au niveau mondial. Sur le diabète de type 2, on a des pistes d'explication, notamment avec les changements, de rythme de vie, que ce soit au niveau de l'activité physique, de tout ce qui va être tabac, alcool, et cetera, des différents comportements alimentaires, plus la sédentarité. Donc on a des pistes. Sur le diabète de type 1, on ne sait pas exactement pourquoi le diabète de type 1 augmente aussi. On a quelques pistes, mais rien de sûr à 100%. Donc voilà, ce qui pourrait être lié, notamment à l'alimentation, mais c'est pas, c'est des pistes qu'on a. Apparition de plus en plus précoce, enfants de moins de 5 ans, 15 sur 100 000 enfants de moins de 15 ans. Donc la prise en charge, insulinothérapie, donc c'est des injections sous-cutanées d'insuline pour compenser le défaut de production par l'organisme. Éducation thérapeutique pour limiter le risque d'hypoglycémie. Parce que, encore une fois, hein, vous injectez de l'insuline, vous avez un risque d'en injecter un petit peu trop, puisque c'est vous qui gérez le dosage. Alors, il existe aussi différents types d'insuline qui agissent plus ou moins rapidement. Donc, en fonction du besoin, en fonction de votre type de diabète et de votre
diabète même personnel, hein, parce que chacun aussi, enfin, le diabète, enfin, chaque personne a réagi, on va dire, enfin, son corps réagit différemment en fonction de son mode de vie, en fonction de plein de choses. Et donc, on peut avoir besoin enfin, d'un type d'insuline plutôt rapide, plutôt lent. Des fois, on va utiliser les deux, des fois, on n'en utilisait qu'un. Donc voilà, c'est pour la petite entre guillemets anecdote. Alors le lecteur flash, c'est ce que je vous disais, comme il va devoir vérifier, sa glycémie régulièrement dans la journée pour adapter, l'insuline qui va s'administrer, bah, il faut qu'il puisse prendre son taux de glycémie. Alors aujourd'hui, il existe des capteurs qu'on peut mettre, sur la peau. Alors il y a une petite aiguille, hein, c'est vraiment, il y a un petit en gros, c'est un capteur avec une petite aiguille qui permet d'avoir le taux de glycémie, tout le temps. Alors ça reste en c'est pas c'est que ça reste en sous-cutané et ça ne vient pas jusque dans la circulation sanguine, mais ça permet quand même d'avoir le taux de glucose dans le sang, tout au long de la journée. Mais quand vous avez pas ça, vous avez, et c'est ce qui est potentiellement peut-être que vous connaissez déjà, des lecteurs où vous allez vous piquer le bout du doigt. Il y aura une petite goutte de sang. Vous allez mettre ça sur une petite languette du capteur et le capteur va vous donner votre taux de glycémie. Et en fonction, vous allez pouvoir adapter le dosage d'insuline en fonction de ce taux de glycémie. Et le dernier, donc, c'est les pompes à insuline fixées à la ceinture qui injectent directement l'insuline via un cathéter. Donc, la pompe à insuline, en fait, elle va venir remplacer le stylo d'injection, quoi, ou les seringues. Tout. Donc, le diabète de type 1 n'est pas lié au mode de vie ou à l'obésité, mais à une anomalie de sécrétion d'une hormone endocrine, donc une hormone, hormone endocrine, en même temps une hormone endocrine, oui, c'est le système hormonal, l'insuline et au système immunitaire. Donc, les causes du diabète de type 1. C'est un diabète insulinodépendant, donc comme elle a dit, on a un déficit d'insuline, ce qui signifie qu'il est principalement lié à un défaut d'insuline. En effet, le diabète de type 1 est dû à une défaillance du système immunitaire qui, pour une raison inconnue, se retourne brutalement contre ses propres cellules, les cellules du soi. On parle alors de réaction auto-immune. Le diabète de type 1, ce sont les cellules du pancréas. Dans le diabète de type 1, ce sont les cellules du pancréas qui sont visées. La destruction des cellules pancréatiques au niveau des îlots de Langerhans, donc vous m'avez entendu le dire, mais si vous ne voyez pas comment ça s'écrivait, c'est là, induit une diminution de la production d'insuline. Parce que ce sont ces cellules des îlots de Langerhans qui produisent l'insuline. Donc si si le système immunitaire détruit ces cellules spécifiques, et ben du coup, on n'a plus d'insuline et du coup, bah, l'insuline qui permet de stocker le glucose et de faire baisser la glycémie, bah, ce glucose non pris en charge se retrouve en excès dans le sang et provoque une hyperglycémie. Donc c'est là la spécificité du diabète de type 1, c'est que c'est plutôt dans l'enfance, comme on l'a vu, et c'est une réaction auto-immune du corps qui va s'attaquer aux cellules du pancréas, en l'occurrence aux cellules des îlots de Langerhans, qui produisent l'insuline. Comme le pancréas, du coup, n'a plus ces cellules productrices d'insuline, il ne peut plus les libérer, logique, et donc on ne peut pas faire baisser le taux de glucose dans le sang, et donc on ne peut pas faire baisser la glycémie. Et on se retrouve avec une hyperglycémie. Plusieurs études affirment que le diabète de type 1 est associé à des facteurs plus génétiques qu'environnementaux. Toutefois, certaines recherches ont pu mettre en avant qu'une infection virale, Coxsackie, virus de la rubéole des oreillons, pouvait également induire ce type de diabète. Ce qui est parfois difficile à dire avec les infections virales et le déclenchement de ces réactions auto-immunes, c'est que vous pouvez aussi avoir en fait cette pathologie qui est dormante, et le fait qu'une infection va venir activer votre système immunitaire, bah, ça va déclencher en fait cette surréaction entre guillemets du système immunitaire qui va du coup, qui était là, mais là c'est un peu le bouton, enfin
le bouton on en fait, comme si l'infection disait: «Bah, vas-y maintenant à toi de jouer». Et c'est ce qui va venir, finir en fait de déclencher la maladie, mais qui qui peut être déjà présente avant. C'est peut-être pas le cas ici. Peut-être que c'est vraiment lié à ces infections en particulier, que ces infections engendrent ces conséquences-là, mais ça peut être aussi ça. La pathologie est préexistante et ce type d'infection va juste déclencher un peu plus rapidement la réaction auto-immune, donc auto-immune contre lui-même du corps, quoi. Tout, tout, tout. Au niveau des symptômes, alors, certains symptômes, je vous le dis tout de suite comme ça pour la suite peut-être que ce sera un petit peu plus, entre guillemets, simple. Parce que si jamais, par exemple, vous êtes concerné par le diabète de type 2 et que vous dites: «Bon, c'est ça, cette partie-là, c'est pas très grave», ou voilà, ou si vous dites, «Je veux en savoir plus, uniquement sur l'autre», il y a des symptômes quand même qui se ressemblent. Puisque comme la conséquence dans les 2 cas, peu importe l'origine, c'est une hyperglycémie, on retrouve quand même des symptômes, qui sont un peu identiques. La grosse différence avec le type 2, c'est surtout que, dans le type 2, les symptômes vont venir, vont arriver de façon plutôt, comme je disais, plutôt, silencieuse, tout doucement, alors que dans le type 1, comme il y a plus d'insuline du tout, les symptômes vont être beaucoup plus forts, beaucoup plus vite. Ça va être entre guillemets «plus rapidement visible», quoi. D'autant que bon, ça touche les enfants, quoi. Donc les signes cliniques les plus répandus du diabète de type 1 sont la polydipsie, donc ça, c'est le fait de boire beaucoup, donc soif accrue. La polyphagie, le fait d'avoir une faim accrue. La polyurie, donc urine fréquente. Bah, si vous buvez plus, vous urinez plus. En fait, ce qui se passe ici, le fait de boire plus et forcément d'uriner plus, c'est qu'en fait, votre corps va chercher à éliminer d'une façon ou d'une autre cet excès de glucose dans le sang. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vos reins, c'est une façon aussi d'éliminer, notamment, voilà, je parlais de la pression sanguine, de faire diminuer la pression sanguine en éliminant l'eau, mais pour votre corps, ça peut être aussi une option pour essayer de faire diminuer le glucose. Il va essayer de l'évacuer comme il peut, de le «diluer» entre guillemets aussi dans le sang. Bah, si vous avez plus de volume, de sang, du coup, potentiellement, vous avez un peu moins de taux, par litre de glucose. Bon, c'est pas c'est malheureusement, ça marche pas comme ça. Et votre corps va chercher à évacuer ce glucose excessif. Et donc ça va faire, vraiment fonctionner, surfonctionner aussi votre système, rénal, avec aussi potentiellement, sur le long terme bien sûr, des conséquences. Chez les enfants, ce qui peut se passer aussi, ce qu'on peut voir du fait que justement il y ait cette polyurie, polydipsie, donc on boit plus, on urine plus, c'est le retour éventuellement de pipi au lit. Ça peut être aussi un symptôme, évocateur. Donc, si jamais il y a un enfant qui ne faisait plus pipi au lit et qui se remet à faire pipi au lit, ça vaut peut-être la peine de se poser la question, surtout si on a d'autres symptômes à côté. Je vais revenir sur la polyphagie. Pourquoi la polyphagie? Un amaigrissement important, fonte musculaire, fatigue et manque d'énergie. Alors déjà, le surfonctionnement, rénal crée une fatigue. Polyphagie, une faim accrue. En fait, le paradoxe, c'est que il y a oui, il y a plus de glucose dans le sang, mais ce glucose n'arrive pas à atteindre sa cible, c'est-à-dire, l'intérieur des cellules pour donner de l'énergie. Donc votre corps, pour lui, eh ben, il est en manque d'énergie, donc il faut lui donner de l'énergie. Donc c'est pour ça que, va y avoir une faim accrue. Parce que, bah, pour lui, manger, c'est sa façon d'avoir de l'énergie, quoi. Il va pas le faire le lien que en fait, ça vient d'ailleurs, quoi.
Hem, un maigrissement important et une fonte musculaire, bah, encore une fois, le corps va chercher par tous les moyens à, aller recruter de l'énergie partout où il peut et va aller, taper, bah, là où potentiellement il y a des réserves et notamment dans les au niveau des muscles. Peut y avoir aussi un problème parce que le ah oui, mais ça c'est oui, c'est si le diabète, oui, je le dirai, j'en viendrai là après. Hem, donc tout ça, en fait, explique la fatigue et le manque d'énergie et en fait, tout ça est lié au fait que le corps cherche par tous les moyens à avoir de l'énergie, qui, bah, en fait, est disponible dans le sang, mais qui ne peut pas arriver à sa cible. Donc il va aller chercher partout, partout où il peut et c'est pour ça qu'on a plus faim, mais qu'en même temps, on observe un amaigrissement et une fonte musculaire. Et si le diabète n'est pas pris en charge rapidement, d'autres signes peuvent apparaître. Douleurs abdominales, nausées et vomissements, perte d'appétit, somnolence, troubles de la vue, odeur fruitée de la laine, odeur anormale des urines. Tout ça, je vais vous expliquer pourquoi. Une respiration rapide, des infections cutanées fréquentes. Alors ça, c'est aussi dû au fait que bah, il y a tellement de sucre et tout ce qui est bactéries et tout ça, ils aiment bien le sucre, donc ils vont y aller. Et puis, l'hyperglycémie entraîne aussi des troubles au niveau de la cicatrisation. Donc là, vous faites le cumul, forcément, c'est pas bon. Et les troubles de la conscience. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tout ça s'est installé, je vous disais, le corps, il va chercher à aller trouver de l'énergie là où il peut. Et notamment, il va essayer de fabriquer l'énergie à partir des graisses du foie. Sauf que cette production, d'énergie à partir des graisses du foie, elle va produire de l'acétone et l'acétone, eh ben, c'est néfaste pour le corps, c'est vraiment pas bon et donc le fait qu'on ait, que qu'on puisse en arriver là, avec cette production d'acétone liée à la fabrication d'énergie à partir des graisses du foie, quand vous en avez vraiment beaucoup, on arrive à ce qu'on appelle une acidocétose, donc vraiment un excès d'acétone dans le corps, qui entraîne tous ces symptômes-là. Et ce qui explique aussi l'odeur anormale des urines liée à la présence de corps qu'on appelle cétoniques. Donc, c'est là, quand on est à ce stade-là, il y a vraiment urgence parce que heu, sans traitement, en fait, on peut, comme il le disait, avoir des troubles de la conscience, mais ça peut aller jusqu'au coma, voire au décès. C'est rare, mais c'est rare aujourd'hui, mais voilà, c'est un des risques, si on «laisse traîner» entre guillemets les choses, c'est d'en arriver jusqu'au coma quoi, voire pire. Le déséquilibre hormonal provoqué par le diabète peut impacter la croissance du jeune patient. Il n'est pas rare de voir apparaître un ralentissement de la croissance, surtout lorsque le diabète apparaît avant la puberté ou dès le déclenchement de celle-ci. Le système hormonal, hein, c'est une grosse machine très complexe et comme je vous disais, même les différentes hormones et les différents organes endocriniens du système endocrinien peuvent, avoir un impact les uns sur les autres et ce qui peut expliquer que, ben, comme il y a plus notamment d'insuline et cetera et ben, vous pouvez avoir un impact sur d'autres, parties du système hormonal. Hop. Donc le diagnostic de type 1 est souvent diagnostiqué après une hospitalisation pour des symptômes causés par une concentration extrêmement élevée de glucose dans le sang, hyperglycémie, ou par une concentration de glucose extrêmement faible dans le sang, hypoglycémie. Les médecins effectuent une série d'examens pour rechercher une acidocétose, pathologie qui peut entraîner le coma et la mort. Donc l'acidocétose, on a vu,
Comment ça arrivait? C'est quand, on venait chercher de l'énergie dans les graisses du foie et que ça produisait de l'acétone. 3 principaux signes orientent vers un diagnostic du diabète de type 1. On parle de triade classique: maigreur, cétose, donc production excessive de corps cétoniques. Donc ça, les corps cétoniques, en fait, c'est ce qu'on va retrouver dans les urines qui est lié à la production d'acétone, liée à la fabrication d'énergie à partir des graisses du foie. J'espère que c'est clair. Si ça l'est pas, dites-le moi. Et un âge inférieur à 35 ans. Oui, puisque comme on l'a vu, ça concerne surtout les jeunes, voire les très jeunes. Le diagnostic est toujours confirmé par un dosage de la glycémie. En cas de diabète, la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 g par litre. D'autres paramètres peuvent être recherchés. Paramètres sanguins: le dosage de l'hémoglobine glyquée, un bilan lipidique et le dosage de peptide C. Donc, bilan lipidique, je suppose que ça va être tout ce qui va être autour du cholestérol. L'hémoglobine glyquée, alors on va voir une petite vidéo dessus. En gros, quand vous avez le glucose, une hyperglycémie dans le sang, il y a une partie du glucose qui va venir se fixer sur l'hémoglobine, donc sur vos globules rouges. Et en fonction de la quantité de globules rouges qui se sont associés avec le glucose, on va pouvoir déterminer le taux moyen de glycémie des 3 derniers mois. Et donc, ce globule rouge plus le glucose, on appelle ça l'hémoglobine glyquée. Pourquoi ça nous donne le taux moyen des 3 derniers mois? Notamment parce que il me semble que c'est parce que les globules rouges se recyclent à peu près tous les 3 mois. C'est à peu près ce cycle-là. Donc en fonction de leur taux, eh ben, ça va nous donner une moyenne de la glycémie sur les 3 derniers mois. Le dosage peptide C, je vous avoue que là, je suis un peu moins, calée, donc on va aller regarder ça. Le rôle. On a un truc un peu. Non, c'est pas ça. Euh... Toutou. Donc, quel est le rôle du peptide C? Le peptide C, peptide de connexion de 31 ou 33 acides aminés, ça c'est les briques de base, sert de maillon de liaison entre les chaînes A et B de la proinsuline. C'est lui qui assurerait l'intégrité des ponts disulfure dans cette molécule. Il est donc sécrété de façon équimoléculaire avec l'insuline dans le milieu extracellulaire. Donc, je vous avoue que je sèche un peu. Ce qu'on peut voir, c'est qu'a priori, il y a quand même un lien entre la quantité de peptide C et l'insuline, qui pourrait expliquer qu'on va le rechercher. Maintenant, je ne serais pas très précise. Le niveau de peptide C peut-il augmenter naturellement? Si vous êtes en bonne santé, mais que votre taux de peptide C est faible, l'exercice peut vous aider. J'ai exercé augmenter le taux de peptide C tellement faible. Ok. Là, ça mériterait de pousser un petit peu. Moi, ce qui me semble comprendre, c'est qu'on retrouve un lien chimique avec l'insuline, mais j'y mettrai pas ma main à couper, comme on dit. Et au niveau génétique, on peut paramètres immunogénétiques, typage HALA. Je me demande si le HALA, on le retrouve pas notamment dans pas mal de pathologies, notamment, enfin justement inflammatoires, enfin auto-immunes. C'est pour ça qu'ils vont aller rechercher ce gène-là. Donc voilà,
Paramètres sanguins à retenir, c'est le taux, de glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Dès que le glucose est présent dans le sang, il se fixe en petite quantité sur l'hémoglobine. Donc c'est ce que je vous disais, cette liaison donne naissance à l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée HbA1c est un biomarqueur qui renseigne sur l'équilibre glycémique des 2 à 3 derniers mois précédents. Chez une personne diabétique, le taux d'hémoglobine glyquée à atteindre avec le traitement est compris entre 7 et 7,5. Donc là, on a un tableau qui nous dit que pour 6% d'hémoglobine glyquée, ça fait une moyenne de 1,2 pardon. Donc là, on est déjà, enfin, si on est déjà théoriquement, si on écoute ce qu'il disait, limite dans le prédiabète, 7%, on est à 1,5, 8%, enfin voilà. Plus le taux est élevé, plus votre glycémie moyenne est élevée. Le typage HLA, Human Leukocyte Antigen, rarement utilisé, est un bilan auto-immun, ouais, qui consiste à rechercher les anticorps dirigés contre les cellules du pancréas. Ok. Donc on va rechercher que c'est bien le corps qui s'est attaqué au pancréas. Qu'est-ce que l'hémoglobine glyquée? Donc là, il va nous dire un peu plus. Retenez bien parce que c'est pareil sur le diabète de type 2, étant donné qu'on a vu que l'hémoglobine, glyquée, permettait d'avoir une moyenne de la glycémie sur les 2 à 3 derniers mois, et bah, forcément on va s'en servir pour beaucoup, enfin pour tous les diabètes puisque ça permet d'avoir cette moyenne qui est intéressante dans le cadre, du suivi. Bonjour, je suis le professeur Laurent Grenier, président de l'Association du diabète. Alors, quand on est diabétique, le médecin va souvent demander dans la prise de sang le dosage de l'hémoglobine glyquée ou glycatée. Quand on reçoit les résultats, il est souvent mentionné HbA1c et à côté de cela un nombre qui est exprimé en pourcent ou plus rarement en millimoles par litre. Eh bien, on sait depuis les années 70 que cette hémoglobine glyquée est en fait le reflet de la moyenne de la glycémie sur à peu près les 3 derniers mois. Et cette valeur est donc très utile pour votre médecin afin d'apprécier si la glycémie est bien équilibrée ou non. En effet, un résultat de 7% ou en dessous signifie que la glycémie est correcte et que vous êtes relativement bien à l'abri de développer des complications chroniques du diabète. Si cette valeur monte, ça veut dire que la glycémie est trop élevée et que cela pourrait vous mettre à risque de développer des complications et donc c'est une situation qu'il va falloir traiter d'une manière plus sérieuse. Pour fixer un ordre d'idée, une hémoglobine glyquée de 10% équivaut à une moyenne de la glycémie d'à peu près 250 mg par décilitre, ce qui est plus de 2 fois au-dessus de la norme. Alors, depuis quelques années, est apparu sur le marché des lecteurs de glucose en continu qui sont beaucoup utilisés par les personnes diabétiques de type 1 et qui vont enregistrer en permanence la glycémie du sang. De cette façon, ces lecteurs peuvent nous fournir une moyenne de la glycémie sur les 3 derniers mois et nous donner une estimation de l'hémoglobine glyquée telle qu'on aurait pu la trouver si on l'avait dosée dans le sang. Alors, cette hémoglobine glyquée estimée peut être utile à chaque fois que l'hémoglobine dosée dans le sang va être moins facilement interprétable, comme par exemple en cas d'anémie sévère, de carence en fer. Donc d'anémie, c'est-à-dire qu'il y a moins de globules rouges dans le sang. Carence en fer, si je me souviens bien de mes cours, le fer et les globules rouges, bah, c'est ce qui explique notamment leur couleur, donc il y a un lien. Certainement que ça aide à la capacité de capter ou pas. Enfin, il me semble qu'il y a un lien, mais pareil, encore une fois, je ne mettrai pas ma main au feu. Mais bon, ça fait partie en tout cas des choses qui font qu'il est plus difficile d'interpréter l'hémoglobine glyquée.
insuffisance rénale ou de toute autre maladie qui va rendre l'interprétation de l'hémoglobine glyquée biologique plus difficile. Et l'insuffisance rénale, les reins étant un filtre, si ça filtre mal, forcément que, ça peut causer des perturbations et au niveau des différentes, concentrations dans le sang, des différents composants et donc avoir un impact effectivement, sur l'hémoglobine glyquée et du coup, bah, la rendre, pour le coup, pareil, un peu moins, bien interprétable. L'hémoglobine glyquée est donc indispensable dans le suivi de toute personne diabétique. Donc on a vu là le rôle important de l'hémoglobine glyquée dans le suivi de la glycémie. Heu, donc important dans le cas d'un diabète de type 1, mais comme d'un diabète de type 2 et comme d'autres types, de diabète. C'est vraiment pour un suivi, on va dire plus au long cours. On a vu aussi, comme il le disait, que s'il y avait, une anémie, une carence en fer, un problème, rénal, potentiellement, bah, c'était c'était un indicateur qui était un peu moins valable et que donc là, il fallait passer plutôt par, une glycémie, prendre une glycémie plus régulière, en fait. Donc voilà, donc l'hémoglobine glyquée, important dans, le suivi des diabètes. Donc on en était donc ça c'était, pour comment? Pour le diagnostic, mais aussi ça va aider au suivi, par la suite. Et donc le traitement pour le diabète de type 1 et là, donc on a vu les origines, particulières, donc vraiment, c'est le corps qui s'attaque aux cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Donc le pancréas ne peut plus produire d'insuline, donc ça c'est le pourquoi. Plus d'insuline, on a vu le diagnostic, donc on voyait, qu'il y avait une hyperglycémie et donc le traitement. L'équilibre du taux de glucose est essentiel pour mener une vie saine et réduire le risque de complications du diabète. Il est donc primordial d'assurer la surveillance et le traitement de cette maladie afin de prévenir l'évolution de la maladie et d'éviter tout risque de complications telles que l'acidocétose et l'hypoglycémie. Donc l'acidocétose, hein, la production d'acétone, par la fabrication d'énergie via les graisses du foie et l'hypoglycémie qui peut être aussi liée à une injection d'insuline un petit peu trop élevée. À savoir l'acidocétose diabétique est la conséquence d'une forte carence en insuline. Elle provoque rapidement un coma, puis en quelques heures le décès. Donc, ça, c'est la version courte et cette force carente en insuline va pousser le corps à aller chercher de l'énergie ailleurs et notamment au niveau des graisses du foie. Importance des soins quotidiens. Le diabète de type 1 demande un engagement permanent du patient. Lorsqu'il s'agit de votre propre enfant, il est nécessaire d'apporter une attention particulière à sa croissance et à son hygiène bucco-dentaire. En effet, les jeunes patients diabétiques ont une salive plus sucrée et sont plus vulnérables aux infections microbiennes. Et oui, les microbes, ils aiment bien ces environnements humides, du sucre. Voilà, il y a de quoi prendre des forces pour eux, on va dire ça comme ça. Salut Arcator! Ah bah finalement t'es là? Ou tu es pas encore parti au boulot, c'est ça? Je sais pas. Comment tu vas? J'ai vu tes messages sur tu viens de rentrer. Et ça va, t'es pas trop fatigué? Ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai eu une espèce de débat, éthico, en début de stream là avec quelqu'un qui est juste passé histoire de dire des énormités, mais c'est pas grave. Enfin après c'est toujours intéressant de se questionner, mais sinon ça va, ça va, ça va. C'était une journée de réunion, c'est pas fatigant. Ouais, parfois les réunions, ça dépend, hein. Ça dépend, ça dépend, hein. Parfois, c'est le moment où oui, tu vas pouvoir à la limite te reposer, puis d'autres fois, c'est bien prise de tête, hein. Mais bon, si c'était pas fatigant pour toi, tant mieux, c'est l'essentiel. Et j'ai vu tes messages, ouais, sur le Discord, merci beaucoup, hein. Après, j'ai pas encore parlé parce que là,
Comme d'habitude, je fais, des nanas. J'ai fait très court, hein, comme on me connaît. Je pense que je parle enfin, j'en parlerai, à la fin de ce dont tu as parlé. Heu, et il y a des choses après je me demandais est-ce que je sais plus, est-ce qu'il y a un moment donné tu disais est-ce que non, c'est pas ça. Qu'est-ce non, bah, je me suis trompée. Je me suis trompée. Je croyais j'avais un doute si tu avais dit, qu'en gros, enfin, qu'on pouvait guérir du diabète, mais il me semble pas, du diabète de type 2. Faut savoir si ça intéresse quelqu'un d'autre parce que moi, voilà quoi. Bah, après, du coup, enfin, si tu connais bien et si tu la connais bien, tant mieux parce enfin, ta pathologie, c'est l'idéal, hein. C'est je pense encore une fois, quelqu'un qui comprend et connaît, sa pathologie va forcément, mieux la gérer, mieux la vivre aussi potentiellement. Enfin, il la subira un peu moins parce qu'il sera, acteur, on va dire, de son soin. Il saura pourquoi il fait ça ou ça, pourquoi il prend des médicaments ou pas, pourquoi enfin, forcément ça motive un peu plus. Mais ça reste enfin le diabète, là, le thème de la journée mondiale du diabète, ça reste quand même, diabète et bien-être parce que, bah, il y a oui, il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé, mentale et que ça reste quand même quelque chose de lourd à gérer au quotidien pour bien des personnes. Qu'en plus, au niveau des chiffres, on a fait un petit point sur les chiffres au tout début du stream. 3/4 des personnes, vivent dans des endroits, enfin des régions, à faible revenu ou voilà et du coup, bah, pour l'accès aux soins, la prise en charge et cetera, forcément, c'est plus compliqué donc ça va augmenter potentiellement le stress et puis aussi potentiellement aggraver les complications, quoi. Et oui, c'est à vie, ouais. Ouais, ouais, c'est à vie. C'est à vie, mais c'est pour ça que, c'est pour ça que la prévention pour essayer de l'éviter ou en tout cas la prendre en charge le plus tôt possible quand on est notamment en pré-diabète, bah, c'est l'idéal. Ça évite la charge en tout cas de soins pour gérer sa glycémie. Plus on est avancé, plus ça va être compliqué en fait et plus en plus les risques de complications vont être augmentés. Oui, personne va le gérer de la même manière. Moi, j'ai une facilité à m'autodiscipliner, j'ai pas besoin de médoc du coup, mais d'autres ont plus de difficultés de ce côté-là. Ouais. Oui, non, ça demande, en fait, avec ou sans médicamentation, en tout cas dans le diabète de type 2, parce que là, justement, dans le diabète de type 1, on ne peut pas s'en passer. Mais dans le diabète de type 2, avec ou sans médicaments, dans tous les cas, c'est vrai que ça va demander une certaine, oui, autogestion, une certaine organisation, de l'anticipation et c'est vrai que c'est enfin, psychologiquement, c'est lourd dans tous les cas, quoi. Oui, oui, ça peut être compliqué pour pas mal de monde, hein. Puis, en plus, ça arrive le type 2 va toucher plutôt les adultes, donc tu es déjà bien ancré dans tes habitudes, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient d'activité. De devoir modifier tout ça, c'est pas simple, c'est pas simple. Donc ouais, ouais, ça s'entend, quoi et du coup, bah, vivre, c'est ça peut être, compliqué, ouais, dur. Le docteur voulait que je les prenne, c'est moi qui lui ai prouvé que j'en avais pas besoin et elle a fini par le constater. Ouais, beh, c'est assez fort parce que tout le monde n'est pas, enfin, c'est vrai alors je sais pas ce qui t'a fait, peut-être que tu connaissais déjà un peu la pathologie et que du coup tu dis: «Je veux, je vois enfin ma glycémie, c'est pas encore la cata, je veux essayer par moi-même de, régler certaines choses dans mon hygiène de vie avant de prendre les médicaments». Je sais pas ce qui s'est passé dans ta tête, pour que tu arrives à, entre guillemets, à dire «non» au médecin parce que je connaissais pas bien, mais je me suis documentée de ouf. OK, cool. Parce que c'est vrai que, souvent, c'est pas forcément évident d'aller, entre guillemets, «à l'inverse», à l'opposé de ce que te propose le médecin. Si tu connais pas, tu connais pas.
C'est beaucoup plus facile d'avoir un dialogue, avec son médecin, quand tu connais ou tu comprends un petit peu, la pathologie, quoi. Et c'est vrai que pour ça, ça peut être intéressant, comme tu as fait toi, de te documenter, pour prendre une décision. Après, quelque part, dans le diabète de type 2, selon où on en est, hein, bien sûr, de son diabète, on n'est pas forcément dans d'une situation d'urgence vitale, comme on peut l'être dans le diabète de type 1, quand on a les premiers symptômes et qu'on ne traite pas avec de l'insuline, très vite. Donc on peut prendre effectivement ce temps de réflexion et de tenter, peut-être d'autres choses et voir si ça fonctionne. Et c'est, parce que de toute façon, j'ai envie de dire les bons réflexes que tu as pris, heu, tout de suite, sans prendre les médicaments, même si in fine, l'impact avait été moindre et que tu avais conservé une glycémie assez haute, ça aurait été utile et t'aurait permis de prendre juste moins de médicaments. Donc dans tous les cas, c'était une bonne chose, quoi. Oui, j'ai dû prendre les médocs les 2-3 premiers mois, le temps que je m'adapte. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est un bon parce que de toute façon, enfin, il fallait que enfin, dans l'idéal, il fallait que tu en passes par ça donc c'était plutôt, bien vu et aussi, intelligent d'accepter aussi de prendre des médocs un temps, et voir ce que ça donnait, quoi. De toute façon, le diabète, c'est toujours, il y a besoin d'un suivi, régulier. Et du coup, d'une adaptation potentiellement du traitement ou du rythme de vie. Enfin, dans l'hygiène de vie, je vais incorporer plein de choses. Je vais incorporer, l'activité physique, je vais incorporer l'alimentation, je vais incorporer l'alcool et le tabac. Hem, on va englober tout ça dans l'hygiène de vie. Hem, donc en fonction, voilà, il y a plusieurs leviers de régulation possibles et du coup, bah, les médicaments sont pas toujours une fatalité, mais il faut être conscient de où est-ce qu'on en est, quoi. Et donc se faire suivre, régulièrement dans tous les cas. Hem, oui, je fais une prise de sang tous les 3 mois, ouais, pour l'hémoglobine glyquée. Ben, on vient d'en parler de l'hémoglobine glyquée là, justement. Moi, je pense que je vais lui demander une fois par an, vu que je me gère bien, on verra ce qu'elle va me répondre. Ça fait combien de temps que tu es diabétique de type 2? Parce qu'après, enfin, moi, comme ça, instinctivement, je te conseillerais pas de passer à une fois par an. Heu, peut-être, espacer un petit peu plus, peut-être. Enfin, après, je sais plus, je dirais 3-4 ans. Et tu stable depuis 3-4 ans ou, ça fait genre 1 an seulement que tu stable, vraiment? Enfin, tu peux pas être stable depuis 3-4 ans, sinon tu aurais pas été considéré comme diabétique. Il y a bien une phase où tu étais en hyperglycémie, mais, parce que en fait, plus le truc, c'est que déjà, bon, l'hémoglobine glyquée, ça te donne une moyenne, mais sur les 3 derniers mois. Donc en fait, si tu fais au bout de 6 mois, ça va te donner que les 3 derniers mois, mais ça te donnera pas la moyenne, sur le reste. Oui, je suis stable depuis que j'ai adapté mon hygiène de vie. Parce qu'après, comme l'idéal, ça reste, d'avoir l'information, tôt, comme quoi il y a des changements, il y a une variation de la glycémie. Enfin, je comprends que ce soit une charge mentale, un rendez-vous tous les 3 mois, plus, de devoir, s'embêter à faire sa prise de sang à jeun et tout ça. Je comprends que ce soit pas le top, hem, mais mais bon, c'est quand même une petite, enfin, ça permet en tout cas d'anticiper, de prendre en charge tout de suite une variation, qui arriverait, parce que, heu, le diabète de type 2, c'est aussi, il y a un lien aussi avec, notamment le vieillissement, et donc il est possible aussi que même malgré entre guillemets,
enfin, malgré le fait qu'aujourd'hui ce soit stable, qu'il y ait une variation qui arrive, bah, parce que le corps malgré tout, bah, il commence à fatiguer je verrai bien ce qu'elle me dit. Si ça peut s'empirer, en combien de temps, tout ça? Ouais. En fait, c'est toujours je te dis ça et en même temps, je pensais en même temps que, je sais que j'ai des patients, notamment des jeunes avec des corsets, de scoliose qui, ont besoin de faire un break dans leur traitement. Comme moi, j'ai eu besoin moi-même de faire un break dans mon traitement, à un moment donné. Alors c'était court, hein, c'était enfin quelques semaines à peine. Hem, Ça fait partie de la vie, de sa vie avec sa pathologie, hein, d'en avoir marre et de dire: «Ouais, non mais là, j'ai besoin de qu'on me lâche un peu la grappe avec ça». Donc voilà, je comprends aussi tout à fait que tu aies envie de comment? De ouais, d'avoir un peu plus de temps pour toi quelque part, enfin de moins y penser en tout cas. Mais oui, ce sera en discussion avec ta médecin, ou ton médecin, je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai ta médecin en tête, mais je crois parce que tu as dit «ta». Mais, mais ouais, tu verras, tu verras, tu verras. Oui, parce que j'ai du «elle», ouais. Du égale dit. Oui, oui, oui. C'est ce qui me semblait, mais j'avais un petit doute, j'avais un petit doute. Donc, mais on va y revenir. Je vais essayer de finir sur le diabète de type 1. Comme ça, on va passer au type 2. Je check juste parce que je me suis fait quand même un petit prompt parce que là, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Ouais, oui, c'est bon. Hop, donc on en était là. Ouais, des fois, j'écris en code. Je commence à décrypter le code. Donc le traitement, pour éviter les risques de complications telles que l'acidocétose. Je sais pas si tu étais là quand je parlais de l'acidocétose. L'acidocétose qui a un excès d'acétone dans l'organisme, parce que quand, le corps veut essayer de produire de l'énergie à partir des graisses du foie et cette fabrication, d'énergie à partir des graisses du foie produit de l'acétone qui est néfaste, pour le corps et bah, le risque, c'est que ça entraîne un coma et voire même la mort. Donc c'est assez grave et du coup, bah, c'est pour ça qu'il faut une prise en charge et une surveillance, quotidienne. Diabète de type 1, donc juste pour rappel, j'ai dû faire un rappel aussi, je fais plein de rappels, mais c'est pas grave. Diabète de type 1, maladie auto-immune, le corps, surtout infantile, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi diabète juvénile. Le corps s'attaque aux cellules du pancréas qui produisent l'insuline. Donc, plus de cellules pour produire l'insuline, donc plus d'insuline dans le sang et donc augmentation de la glycémie, puisque l'insuline permet de faire baisser la glycémie en faisant rentrer le glucose dans les cellules ou en le stockant. Par contre, c'est super pour décoller la tapisserie. Là, oui, je m'en servais aussi, mais dans ton corps, ça se passe moins bien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon. Donc, euh, l'importance des soins quotidiens, vu que bah, là, on a une totale défaillance de la production d'insuline. Le diabète de type 1 demande un engagement permanent. Lorsqu'il s'agit de votre propre enfant, il est nécessaire d'apporter une attention particulière à sa croissance et à une hygiène bucco-dentaire. Donc là, c'est parce que vu qu'il est en hyperglycémie, beaucoup de sucre et les petits microbes, eh ben, ils aiment bien l'humidité et le sucre, donc ça, voilà, ça se développe facilement. En effet, les jeunes patients diabétiques ont une salive plus sucrée et sont plus vulnérables aux infections microbiennes. Ils sont alors plus susceptibles de développer des infections bucco-dentaires, des maladies des gencives ou encore des caries. Le diabète de type 1 nécessite donc des pratiques d'hygiène quotidienne indispensables pour prévenir le risque d'apparition de complications secondaires. Et au final, ça, c'est aussi valable pour les autres diabètes, et notamment de type 2. Mais l'hyperglycémie, c'est dans le sang, pas sur les dents, peut-être pour les gencives. Bah, en fait, c'est que
ton corps, va, enfin l'excès de sucre entre guillemets va transpirer quelque part et comme, on a vu que notamment ton corps, essayait de comment? De éjecter, c'est pas le terme, le glucose par tous les moyens, notamment en urinant beaucoup, mais aussi en buvant beaucoup, genre pour diluer le glucose. Et ben ça va être pas enfin, ça va être un petit peu tu vas retrouver du sucre un petit peu dans toutes tes sécrétions. C'est pour ça que tu as une haleine plutôt fruitée quand tu es en hyperglycémie. Mais même sans aller, jusqu'à ça, tu vas avoir une tendance à avoir effectivement un peu plus de sucre dans la salive et bah, ça va, être favorable aux infections. Et c'est pour ça que quand on est diabétique, bah, faut être très vigilant au niveau bucco-dentaire et au niveau des plaies. Parce que, bah, il y a une difficulté forcément de cicatrisation aussi, parce que ça entraîne des troubles de la cicatrisation, de la circulation et du coup, bah, on est beaucoup plus prompt aux injections. Mais c'est vraiment dans la salive, hein. Là, ils le mettent bien, hein. Ont une salive plus sucrée. C'est lié directement à l'hyperglycémie. C'était clair? J'espère. Mais c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, hein. La question, elle est 100 légitime. De toute façon, rares sont les questions qui ne le sont pas dans les sécrétions de salive, ouais. L'insulinothérapie, donc l'insulinothérapie est le traitement de référence du diabète de type 1. Ce traitement consiste à injecter de l'insuline en sous-cutané plusieurs fois par jour. L'objectif est de compenser le manque de sécrétion d'insuline. Et c'est donc en fonction du taux de glycémie qu'on va devoir mesurer, mais en instantané, qu'on va adapter l'insuline en fonction de ce taux, quoi. Parce que trop d'insuline, on risque d'être en hypoglycémie et pas assez d'insuline, bah, de continuer à être en hyperglycémie, ce qui n'est pas bon pour le corps. Donc analogue rapide 3-5 heures, là il donne plein de noms, insuline humaine rapide, insuline humaine d'action intermédiaire, donc là c'est le temps d'action. Je disais, il y en a qui sont plus ou moins rapides en fonction de ce qu'on cherche, les analogues longs. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les noms. Peut-être que si vous êtes concerné, il y a certains noms qui vous parleront. Mais voilà, on voit que les temps d'action peuvent varier en fonction de la molécule. Il existe 2 voies d'administration de l'insuline, les injections avec un stylo à insuline ou la pompe à insuline. Donc, ce qu'avait le monsieur tout à l'heure, où il a directement, on croit, un cathéter directement, enfin, qui est posé sur lui en permanence et une petite pompe connectée à ce cathéter qui va libérer l'insuline en fonction des besoins, mais aussi en fonction de ce qui lui va rentrer dans la pompe, sa glycémie, ses apports en glucose dans son alimentation. La pompe va calculer en fonction de ces informations qui, aujourd'hui, c'est au patient de les rentrer dans la pompe. Donc le stylo, voilà, là, ils expliquent un petit peu la pompe à insuline portative. L'insulinothérapie implique une éducation thérapeutique particulière, une mesure glycémique régulière et quotidienne est nécessaire afin de limiter les risques d'hypoglycémie. Donc éviter d'injecter trop d'insuline. Donc il faut vraiment surveiller en permanence. Il y a des appareils de mesure durs. Ouais, le type 1 est particulièrement dur parce que c'est vraiment, enfin, c'est vraiment, bah, là, on a aujourd'hui après, enfin, ce qui on va dire, si on regarde le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, il y a, avec les avancées notamment technologiques, on a de plus en plus heu, d'aide pour justement essayer de décharger un peu mentalement les patients. Mais c'est vrai que, c'est très contraignant, hein, et c'est là où, bah, d'avoir accès à du soin, de l'accompagnement, qu'il soit dans la prise en charge, de la pathologie en elle-même ou, un accompagnement aussi psychologique, est important. Donc, tout l'environnement et les accompagnants, quoi. Il me semble qu'il existe parce que, dans le diabète de type 1,
comme ça touche, particulièrement des enfants, des espèces, je sais pas si c'est des camps de vacances ou des trucs, ou des centres un peu spécialisés où les enfants viennent pour justement apprendre à gérer leur glycémie et leur pathologie. Parce que c'est vraiment un apprentissage, quoi, et ça commence, enfin, très jeune. On a vu qu'on pouvait avoir des enfants, enfin, très, très jeunes, même en dessous de 5 ans qui étaient touchés, et ça veut dire que, bien sûr, dans les premiers temps, il y aura toujours la surveillance des parents, mais plus vite l'enfant est autonome, plus ce sera, aussi facile pour lui, à vivre, et il sera plus indépendant aussi, quoi. Mais ouais, ouais, c'est dur, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des appareils de mesure de glucose en continu. Donc ça, ces petits appareils portatifs qui mesurent le taux de glucose et fournissent en continu des informations sur son évolution. Ces informations peuvent aider à améliorer la gestion du diabète et à réduire le risque de complications. Certaines pompes à insuline permettent également la mesure du glucose en continu, en plus de leur fonction habituelle d'administration d'insuline. Et ben ça, c'est l'info que je n'avais pas tout à l'heure sur la petite vidéo. C'était une vidéo qui datait d'il y a 4 ans, et justement, c'était un diabétique de type 1 qui expliquait un peu ce qu'était le diabète et les traitements, et lui disait qu'aujourd'hui, en gros, quand vous aviez un capteur portatif, par exemple sur le bras, parce que c'est ce qui est le plus connu, il n'y avait pas de connexion directe avec la pompe, et en fait, on voit que certaines pompes aujourd'hui permettent de faire cette mesure. Donc, encore une fois, ça va soulager le patient, ce sera plus à lui de le faire, ou de devoir se mettre un capteur, parce que le capteur, il a une durée de vie de 10 à 15 jours. C'est pas énorme, faut le changer à chaque fois, enfin voilà. Pour certains, en fonction des activités, bah, comme il est collé, comme il est collé, bah, si vous faites du sport, ça peut se décoller en fonction de ce que vous faites, enfin voilà. C'est aussi, ça en moins. Ces capteurs-là peuvent être connectés à une appli de téléphone, et pour certains, ça va être avec un dispositif, à côté. Hem, je regardais des vidéos de 2 jumelles qui justement font elles essaient justement des capteurs de glycémie, des choses comme ça, parce qu'elles sont toutes les 2 diabétiques, et elles disaient que notamment il y a un nouveau capteur qui est sorti. Alors je ne sais pas s'il est disponible sur le marché. Et elle disait qu'aujourd'hui, le capteur était connectable uniquement au téléphone portable, et qu'elle disait que pour les très jeunes enfants, diabétiques, de type 1, bah, du coup, c'était peut-être pas terrible s'il y avait pas un appareil, autre qu'un téléphone, parce que du coup, ça veut dire que les parents sont obligés d'acheter un téléphone à leurs enfants en bas âge, quoi. Donc ça, elle disait: «C'est peut-être un petit peu dommage». Enfin voilà, c'était juste pour l'exemple. Donc vers d'autres horizons thérapeutiques, je ne vais pas le lire. On va regarder, ah, elle est où la vidéo? Attendez, je cherche la vidéo. Est-ce que je l'ai pas ouverte? Ah si, elle est là. Elle est là, elle est là. Ça, c'est, les espoirs de traitement pour, les diabétiques, donc de type 1 uniquement. La greffe d'îlot pancréatique. Bonjour Madame Rodriguez, on y va. Alors, comment ça va? Bah, plutôt pas mal. Alors, voilà, le 2 à midi. La patiente, elle a reçu une greffe Alors, d'îlot avant la greffe, pancréatique. on voit bien la variabilité glycémique, notamment durant toute la journée. Donc là, je fais un petit arrêt parce que, en fait, la courbe, vous voyez le tracé, c'est quoi le R dans CHRU? Réadaptation? Non, j'avoue que je sais pas. Attends, je vais faire un truc. On va regarder. Souvent, j'anticipe vos questions, mais c'est bien parce que vous en trouvez, vous en trouvez d'autres. C'est parfait. Hop, CHRU, qui a personnalité d'un CHRU? Ah, bah voilà, tout simplement.
En fait, un CHU, c'est un centre hospitalier universitaire ou un CHRU, c'est un centre hospitalier régional universitaire. Voilà. Voilà, voilà. Ça va, la réponse je m'attendais à plus clinquant. J'avoue que je suis presque déçue que ce soit juste régional. Mais voilà, comme ça, tu as ta réponse et moi aussi, parce que du coup, maintenant que tu avais posé la question, il fallait que j'ai la réponse. Euh, donc voilà, je m'arrête un peu ici pour bien vous montrer donc la courbe de la glycémie. On va dire en noir, c'est oh punaise. Moi, je le croyais que c'était U de urgence. Bah, je t'avoue que je le croyais aussi. Je pense que je me serais plantée si on m'avait demandé ce que voulait dire CHU. Je pense. Je pense. Donc voilà, si ça peut te rassurer. Alors que pourtant, j'en ai côtoyé quelques-uns, hein, mais j'avoue que comme ça, instinctivement, je me posais pas la question, je crois. Je pense que dans ma tête, CHU, urgence, enfin, je sais pas. Après, je l'ai certainement su, hein, mais voilà. On se couchera moins bête. On est là pour ça. Donc, le petit arrêt sur la courbe. Donc, au milieu, en noir, on va dire que, on va dire que en fait, c'est la glycémie cible. Comme je vous disais, on parle de moyenne à 1 gramme par litre de sang. Et ça, c'est ce que le corps va essayer de conserver. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des variations. Mais lui, son objectif, l'objectif de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est de toujours essayer de retrouver cette valeur d'équilibre. Que vous soyez au-dessus ou en dessous, lui, il va essayer toujours de retrouver cet équilibre. Et du coup, là, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que la plage en gris donc de la patiente, elle est hyper large. Donc, c'est les variabilités, la difficulté, on va dire, que le corps a à garder la stabilité de cette valeur d'équilibre. Il y a beaucoup de variabilité. C'est très compliqué pour son corps de retrouver cette valeur d'équilibre. Et là, l'objectif, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui, après sa greffe donc de cellules pancréatiques, donc des îlots de Langerhans d'un donneur. Alors ce que je ne sais pas, c'est donneur vivant ou pas, je ne sais pas. Voilà, j'ai pas eu le temps de creuser, mais ça vient d'un donneur qui n'est pas diabétique, donc ça c'était avant. Est-ce que salut Poloche, merci pour le raid. Comment ça va les raiders, les polochons. Hello. J'ai vu que tu avais finalement je crois que tu as lancé un live juste peu avant que je lance le mien, tu jouais à ah mince, j'ai perdu le nom. Tu lançais des cacas. Enfin, du coup, maintenant, j'ai ça en tête parce que c'est la seule fois que j'ai vu le truc. Binding of Isaac, ouais. Isaac, ouais. Bah, ça, c'est de ta faute, Arcator. Hein. Tu as fait cette réflexion-là. Du coup, je fais des associations d'idées aussi. Hein. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'avais envie de jouer un peu. Alors, ouais, j'ai lancé la. Ouais, t'as eu bien raison. T'as eu bien raison. Ouais, mais j'ai dû entendre tes 2 premières phrases, j'ai même pas eu le temps de faire un coucou et tu disais ouais, je savais pas en gros si j'ai bien compris genre en mode bof, j'avais envie de jouer, allez, c'est parti, autant lancer un live. Mais et puis ouais, puis après j'ai dû y aller. Bah oui, au moins on comprend direct de quel jeu il s'agit. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, donc sentez-vous curieux, je m'appelle Gaëlle, je suis orthoprothésiste. Voilà, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai fait des études dans le sport aussi. J'ai été prof de pilates. J'ai aussi une petite formation en posturologie. Je m'intéresse en gros au corps humain, à la santé en général, aux sciences aussi en général. Enfin voilà, je suis juste curieuse et j'ai juste envie de partager voilà, cette curiosité et ma petite expérience et mes petites connaissances avec vous. Donc voilà, si vous êtes curieux et que la santé vous intéresse et les sciences en gros vous intéressent aussi, installez-vous et n'hésitez pas à suivre cette chaîne. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le titre, c'est un live un peu spécial. D'habitude, je ne stream pas le jeudi.
C'est un live parce que c'est la journée mondiale du diabète. La Fédération internationale de diabète, voilà, a mis comme thème, cette année, diabète et bien-être. Alors moi déjà, j'essaye plutôt pour l'instant d'expliquer ce qu'est le diabète et les différences entre les différents types de diabète. Donc là, on est à la fin, je vais te laisser aller manger, sauf si tu as besoin de... Non, non, c'est bon, va manger, t'inquiète, t'inquiète, c'est pas, ça va, ça va. Je commence un peu mieux à gérer, et puis vaut mieux que tu manges. C'est quand même plus vital voilà, que de gérer des idiots. Merci, bonne app à toi et bonne soirée. Donc là, ouais, on était à la fin du diabète de type 1. Je vais essayer de résumer assez rapidement. Donc le diabète de type 1, on l'appelle aussi. Donc le diabète, déjà, qu'est-ce que c'est? Le diabète, c'est une maladie chronique qui est liée donc à une hyperglycémie chronique. Donc normalement, on est censé avoir une glycémie, voilà, le corps va essayer de garder une glycémie moyenne autour de 1 gramme par litre en moyenne. Alors il y aura des petites variations au cours de la journée, mais le corps, lui, va essayer de cibler ce 1 gramme de moyenne, quoi. En gérant, bah, bien sûr, les apports quand vous allez manger, la glycémie va augmenter, mais votre corps va réagir pour faire baisser cette glycémie. Et alors la glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Donc quand vous mangez, il y a du glucose, des glucides dans vos aliments, et ce glucose, une fois digéré, va arriver dans le sang. Pour réguler le taux de glucose, donc la glycémie, le pancréas, donc qui est un organe, dans les viscères, on va dire. Là, j'ai pas de schéma pour vous montrer où est le pancréas comme ça. Le pancréas, en gros, il a un détecteur de glycémie. Donc, il va voir que la glycémie, elle augmente. Donc, lui, il va produire une hormone qu'on appelle l'insuline. Et l'insuline, son objectif, c'est de faire baisser le taux de glucose dans le sang en permettant au glucose d'accéder à vos cellules, parce qu'en fait, le glucose, c'est quoi? C'est du carburant, c'est de l'énergie pour vos cellules. Vos cellules en ont besoin. Donc, l'insuline va permettre au glucose d'arriver dans vos cellules. C'est pour ça qu'on dit un peu que l'insuline, c'est un peu la clé qui permet au glucose d'entrer dans les cellules pour apporter de l'énergie. Le pancréas est sous l'estomac. Oui, c'est ça, grosso modo. Mais c'est vrai que j'aurais voulu montrer un schéma, mais j'en ai pas un sous la main. Et c'était dans une vidéo tout à l'heure, on le voyait bien. Je mettrai peut-être un schéma dans le Discord. Je vous mets mes réseaux sociaux, il y a le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je remettrai toutes les informations dont j'ai parlé sur le Discord, donc vous pourrez les retrouver. Alors, il y a un Facebook et un Instagram, j'y passe pas forcément ma vie, mais n'hésitez pas à suivre aussi. Et il y a aussi un podcast qui s'appelle aussi Sentez-vous curieux, tout pareil, que vous pourrez trouver sur Spotify, Apple Podcasts, enfin voilà, sur pas mal de plateformes. Et c'est un peu en stand-by, mais j'ai déjà fait quelques épisodes, notamment sur le système nerveux, le système hormonal, sur le diabète aussi déjà. Voilà, et d'autres épisodes. Donc n'hésitez pas à aller jeter une oreille par curiosité. Voilà. Donc le pancréas libère de l'insuline pour faire baisser la glycémie. L'insuline va aider va aider à faire rentrer le glucose dans les cellules, mais l'insuline va aussi permettre le stockage du glucose en surplus dans le foie. Donc vous avez vraiment ce lien foie-pancréas. Dans le cas du diabète de type 1, ce qui se passe, c'est que les cellules du pancréas qui produisent l'insuline sont détruites par le corps. En fait, c'est une réaction auto-immune. Le corps s'attaque de lui-même aux cellules du pancréas. Et donc, l'absence de ces cellules va donc faire une absence d'insuline.
Donc, quand vous allez avoir un pic de glycémie, une hyperglycémie, votre corps ne va pas pouvoir réagir, ne va pas pouvoir permettre à ce glucose en excès de soit rentrer dans vos cellules pour leur donner de l'énergie, soit être stocké dans le foie. Et forcément, ça va causer pas mal de problèmes. L'insuline, c'est un mélange entre les hormones du pancréas et du foie, si je me souviens bien. C'est vraiment, non, l'insuline, c'est vraiment produit, pour être précise, c'est produit par les cellules bêta des îlots de Langerhans du foie, du pancréas. Si je commence à dire des bêtises, c'est vraiment produit par le pancréas. Il y a l'insuline qui va faire baisser la glycémie et il y a une autre hormone qui s'appelle le glucagon qui, elle, va permettre de déstocker les réserves dans le. Je crois que je vais faire. Attendez, je vais chercher parce que j'ai une petite vidéo sur la glycémie, donc ça va être beaucoup plus, peut-être beaucoup plus simple de que des mots. Parfois, pas que des mots. Et les gens, il me semble en plus que dans la, hop, pardon. Il me semble en plus que dans la vidéo, on voit la localisation du pancréas. Donc, mais le pancréas, c'est vraiment. Il me semble que le foie n'a pas de fonction endocrinienne. Donc, endocrinienne, ne produit pas d'hormones. Mais je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais il me semble pas. Enfin, quand j'ai fait le système hormonal, il y avait le pancréas, il y avait bien le pancréas. Il y avait l'hypothalamus, l'hypophyse, thyroïde, parathyroïde, le thymus, mais qui a plutôt une influence enfin, chez les enfants, le pancréas, les surrénales et les gonades, dans les principaux. Après, je veux pas dire de bêtises, donc je suis pas sûre à 100%, mais pour moi, le foie, c'est vraiment le stockage voilà, du glucose en excès et potentiellement le filtrage aussi du sang. Donc voilà. Donc on va revoir cette petite vidéo sur la glycémie, comme ça vous allez bien comprendre la régulation de la glycémie par le corps humain. C'est au cours de la digestion. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, hein. Il y a pas de, enfin voilà, si je peux y répondre ou s'il faut faire une recherche ensemble, on le fait. Donc n'hésitez pas. Que les glucides contenus dans les aliments sont transformés en partie en glucose. C'est à ce moment-là que l'absorption intestinale permet au glucose de passer dans le sang. Sa concentration moyenne, qu'on appelle glycémie, est de l'ordre de 1 g par litre de sang. Même si elle peut varier au cours de la journée, cette valeur est maintenue à ce niveau grâce à l'intervention de mécanismes permettant le stockage et le déstockage du glucose. Car le glucose, source ou réserve d'énergie, est le carburant de nos cellules, nécessaire à leur fonctionnement. Foie et pancréas jouent un rôle fondamental dans la régulation de la glycémie. Le pancréas sécrète dans le sang des hormones susceptibles d'en faire varier la valeur. 2 scénarios peuvent se présenter. Après un repas copieux, la glycémie augmente. Le pancréas va le détecter et déclencher immédiatement la production d'une hormone, l'insuline, qu'il libère dans le sang. Donc, les petits bitonio rosés là. Donc là, c'est une coupe du pancréas où on voit les cellules de pancréas. Donc ça, c'est une cellule, ça c'est une cellule. Et en fait, ces cellules, elles vont fabriquer donc l'insuline et la libérer dans le sang. Donc ça, ce sont, comme je disais tout à l'heure, les cellules bêta plus particulièrement et des îlots de Langerhans. C'est comme ça que cette région du pancréas s'appelle. L'insuline, c'est la petite clé qui permettra au glucose de pénétrer dans la plupart des cellules de l'organisme qui en ont besoin pour fonctionner. Donc là, on est à l'extérieur de la cellule, on est vraiment sur la membrane de la cellule. En bleu, ce sont les récepteurs spécifiques parce que les hormones, en fait, elles fonctionnent comme ça. Une hormone, elle va être libérée dans le sang et elle va interagir avec des cellules cibles, mais notamment avec les récepteurs qui sont sur cette cellule cible. Et en venant interagir avec les récepteurs, ça va provoquer, dans le cas de l'insuline, entre guillemets, l'ouverture de la membrane de la cellule pour pouvoir faire rentrer le glucose
et donc apporter l'énergie à cette cellule. Mais l'insuline va également favoriser la mise en réserve du glucose dans les organes de stockage du corps, principalement le foie et les muscles. L'ensemble de ces mécanismes tend à s'opposer à la hausse excessive de la glycémie dont souffrent les diabétiques. On peut donc dire que l'insuline sécrétée par le pancréas, en favorisant le stockage du glucose, fait baisser la glycémie. Donc insuline fait baisser la glycémie. Ça, c'est important à retenir. Voyons maintenant ce qui se passe dans le cas contraire, après un jeûne prolongé. Donc là où on a une baisse de la glycémie, Le on est pancréas en détecte une baisse de la hypoglycémie. glycémie, un manque de glucose dans le sang. Il se met alors à sécréter une autre hormone, le glucagon, dont l'effet principal est de stimuler la libération du glucose stocké dans les cellules du foie. Le foie est le seul organe dont les cellules soient capables de restituer dans le sang le glucose emmagasiné. Ce déstockage du glucose va avoir pour effet d'empêcher une hypoglycémie dangereuse. Puisque l'hyperglycémie est mauvaise et l'hypoglycémie l'est aussi, hein. Vous l'avez peut-être déjà, entre guillemets, déjà ressenti, ce petit coup de pas bien, de fatigue, limite à tomber dans les pommes parce que vous avez peut-être plus fait un effort, pas assez mangé, voilà, et du coup, justement, vous n'avez plus d'énergie parce que vous êtes en hypoglycémie et c'est là où on dit faut manger un petit bout de sucre, voilà, pour faire remonter la glycémie. Pancréas et foie jouent donc un rôle important dans le contrôle permanent de la glycémie. Ce contrôle suppose un équilibre satisfaisant entre les deux hormones antagonistes sécrétées par le pancréas et une gestion fine du stockage-déstockage du glucose dans le foie. Donc antagonistes qui ont des effets opposés, hein. L'insuline fait baisser la glycémie, le glucagon au contraire fait monter la glycémie, hein. Mais après le glucagon, c'est vrai qu'on entend moins parler, parce que il est, entre guillemets, «moins sollicité», hein. Le fait de manger va plutôt entraîner de l'hyperglycémie. Donc le déstockage, se fait, soit vraiment, oui, lors d'un jeûne prolongé ou voire, pendant la nuit éventuellement, mais beaucoup moins sollicité, on va dire, que l'insuline. Et en plus, dans le cadre du diabète, c'est vraiment, vu qu'on est dans encore une fois, une pathologie chronique de l'hyperglycémie, c'est l'insuline qui nous intéresse. Cet équilibre dynamique, qu'on nomme homéostasie, est obtenu grâce à ce système autorégulé à commande hormonale qui s'avère être une authentique mécanique de précision. Et oui, notre corps est réglé, comme une horloge et fonctionne, quand tout se passe bien en tout cas, il se régule tout seul et heu et c'est, assez fou tout ce qu'il est, capable de faire. Et heureusement qu'on n'a pas y pensé, hein, pour, réguler notre glycémie, ou d'autres choses, hein, que le corps s'occupe de ça tout seul. Sinon, je crois qu'on n'aurait pas beaucoup de temps pour réfléchir à d'autres choses. Donc ça, c'était pour vous parler de la glycémie. Donc le type 1, ce sont les fameuses cellules du pancréas qui sont détruites et donc il n'y a plus de production d'insuline. Donc on est en hyperglycémie et dans le traitement, du coup, le patient est obligé de surveiller, tous les jours sa glycémie, et de se faire des injections d'insuline. Ces injections peuvent se faire grâce à des stylos, ou via aujourd'hui aussi des pompes à insuline. La prise, la surveillance du taux de glycémie peut se faire, soit avec des appareils, on va venir faire une petite piqûre pour avoir une petite goutte de sang qu'on va venir poser sur un petit capteur qui va nous donner la glycémie, soit avec des appareils qui vont prendre la glycémie en continu, ce qui va être un petit peu plus simple dans la gestion de la pathologie. Et donc, là, le reportage qu'on est en train de voir, en fait, il s'agit d'une patiente
diabétiques de type 1 et d'une nouvelle, on va dire thérapie d'avenir, même si aujourd'hui ça ne concerne que quelques patients, puisque c'est des patients qui sont vraiment en échec de tous les autres types de traitements. Et il s'agit de la greffe de cellules pancréatiques qui viennent d'un donneur non diabétique. Donc l'idée, c'est de venir greffer ces cellules pour qu'il y ait de nouvelles cellules dans le pancréas qui soient capables de produire de l'insuline et donc d'aider le patient à réguler avec cette insuline produite par son propre corps, réguler sa glycémie. Et là, sur ce schéma, on voyait que avant son opération, on va dire que le tracé noir, c'est la moyenne qu'il faudrait, autour de laquelle il faudrait être et que elle, son corps, il a du mal à stabiliser. C'est pour ça que la plage grise, là, elle est très large. Son corps a du mal à absorber les variations et du coup, on a une plage assez forte par rapport à la valeur cible. Donc ça, c'est avec avant. les glycémies les plus basses et les glycémies les plus hautes. Avec, après la greffe, la réduction de cette variabilité glycémique qui est la zone grisée. Donc là, vous avez vu, c'est assez impressionnant. On a une plage de variation qui est énorme. Et après la greffe, on est hyper stable par rapport à la valeur cible, quoi. Il y a très, très peu de variations. Et c'est vraiment l'objectif qu'on essaye d'atteindre quand on essaye de gérer un diabète. Ce que normalement le corps fait de lui-même, c'est-à-dire de gérer ces variations le mieux possible pour ne pas avoir justement de plage énorme. Donc la différence, elle est assez flagrante. Une diminution de 50%. Donc c'est une des premières patientes en France. Avoir un parfait contrôle glycémique. Par rapport à vos doses Alors ils disent d'îlot-pancréatique parce que je ne sais plus si je vous ai dit, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline sont les cellules bêta des îlots de Langerhans. Voilà, c'est pour ça qu'ils appellent ça une greffe d'îlot pancréatique. d'une préparation d'huile, donc on remercie beaucoup. C'est encore expérimenté. Non, c'est plus Où sont mes expérimenté. petites... C'est un donneur non diabétique. Et là, je me posais la question, est-ce que ce donneur est vivant ou pas? Il ne le précise pas et je n'ai pas eu le temps de faire la recherche. Si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à la mettre dans le chat. Mais le fait est que ce ne sont pas les cellules de la patiente qui sont utilisées, mais bien celles d'un donneur. Voilà, et bien la semaine prochaine alors. Vous descendez en bas, déposez votre petite feuille. Alors là, la particularité, c'est que ces cellules, j'avais zappé ça, mais ces cellules sont implantées dans le foie de celui qui reçoit la greffe. Et c'est là où elles vont pouvoir se développer. Voilà. Voilà, et bien la semaine prochaine alors. Donc, traitement anti-rejet à vie. Donc, il disait qu'avant, on l'a vu, hein, elle était sujette à de grandes variations de ses taux de sucre dans le sang. Donc ça, on l'a vu sur le graphique. Provoquer des malaises, oui, parce j'ai le qu'une sentiment de hyperglycémie et revue une tout à fait depuis hypoglycémie 3 semaines. sont Les problématiques. résultats sont très très rapides parce que j'ai une stabilité qui me permet d'être beaucoup moins fatiguée et je fais également beaucoup moins de malaise. L'îlot pancréatique, c'est un amas de cellules à insuline. Les résultats sont extrêmement concluants puisqu'après 3 semaines de traitement, la patiente a une réduction de 50% de ses besoins d'insuline, un diabète parfaitement contrôlé, une absence d'hypoglycémie. Mais il faut savoir... Donc là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a toujours quand même, malgré la greffe, un apport en insuline. Parce que mais la greffe aide quand même, puisqu'avant, on a vu, hein, malgré les traitements, elle avait cette grosse variabilité. Et aujourd'hui, avec la greffe, ça lui permet d'avoir beaucoup moins de variabilité, même s'il faut continuer à compenser avec de l'insuline. C'est beaucoup plus facile pour son corps, en tout cas, de rester autour de cette valeur cible.
Savoir que ce que l'on attend de la greffe d'îlot pancréatique, chez ces patients dont je le rappelle, ils sont en échec thérapeutique de tout ce qui existe, c'est la restauration de la stabilité glycémique. La cerise sur le gâteau, c'est l'insulino-indépendance. L'insulino-indépendance, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de ces fameuses injections d'insuline. D'ailleurs, c'est pour ça que le diabète de type 1 est aussi considéré comme un diabète insulino-dépendant, puisque les patients sont obligés de prendre de l'insuline, puisque leur corps ne le fabrique plus. Donc le traitement se déploie dans l'Hexagone. Pour l'instant, c'est indiqué que pour quelques centaines de patients. Donc c'est Lille, Strasbourg, mais il y a d'autres hôpitaux qui sont en train de demander les agréments, comme Nantes et Toulouse. Voilà. Donc voilà les traitements qui donnent de l'espoir à pas mal de patients, parce que le diabète de type 1 est vraiment... alors ça, pour information, c'est une vidéo qui a 1 an, donc c'est relativement récent. Ça donne de l'espoir parce que le diabète de type 1 est vraiment très difficile à gérer. C'est vraiment, enfin, dans tous les diabètes, hein, c'est un suivi. Voilà, il y a besoin quand même d'une certaine organisation, voilà, c'est d'une implication. Mais dans le diabète de type 1, c'est vrai qu'il y a une charge mentale notamment assez importante pour les patients. Et comme on l'a vu dans le cadre de cette patiente, le fait que sa glycémie faisait le yo-yo dans l'hyper, dans l'hypo, faisait que bah, ça lui provoquait des malaises, de la fatigue, donc voilà, difficile à vivre au quotidien. Donc c'est vraiment des thérapies pleines d'espoir.